Michael Mancé était convoqué ce matin par la police judiciaire suite aux échauffourées qui se sont produits le 7 avril dernier devant la préfecture. Comment s'est passée l'audition du président des Grands Frères? Les réponses dans notre journal. Malgré une mise en service datant du 20 novembre, le pont de la Comté a été inauguré aujourd'hui. La structure, qui a coûté pas moins de 21 millions d'euros, a réuni le préfet, le président de la CTG et le maire de la commune de Roura. Nous vous le présentons. Le slam est une méthode d'expression qui se développe en Guyane, notamment grâce au travail de l'association Doubout Collectif qui organise le festival à Fleur de Meaux. Nous nous sommes plongés dans cet univers mêlé de force et de poésie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Sachez que vous pouvez suivre cette édition en direct sur Facebook. Les votes pour la présidence de la Chambre des métiers se sont clôturés ce 20 décembre, alors que cette élection a été marquée par une annulation il y a quelques mois et la disqualification de la liste menée par l'ancien président, M. Philippe Alcide-Clausel. Elle a finalement été remportée par Roberto Osseux, qui a totalisé 388 sièges. Les événements de mars et avril rattrapent et collent à la peau de Michael Mancé. Ce matin, près de 9 mois après les faits, le président des Grands Frères a été convoqué par la police judiciaire. Il a pu compter sur le soutien de Trop Violence et des 500 frères. Gaël Ouassim était sur les lieux. C'est avec calme et sérénité que Michael Mancé, leader charismatique du mouvement social de mars et avril dernier, arrive à la PJ, la police judiciaire située avenue de la République. Le président de l'association des Grands Frères fait l'objet d'une plainte. Il a donc été convoqué pour être entendu sur des faits de violence et de menaces sur un représentant des forces de l'ordre. Quelques membres de l'association des 500 frères contre la délinquance et de trop violence sont venus assurer leur soutien moral à leurs camarades face à cette épreuve. Aujourd'hui, il est clair que l'État veut stigmatiser et faire passer les 500 frères, les ex-500 frères et également certaines personnes de la population qui ont œuvré, participé au mouvement de mars-avril. L'État veut discréditer et faire passer toutes ces personnes pour des excités, des fous, des rebelles. Aujourd'hui, nous sommes là, effectivement, il doit être serein parce qu'il n'a rien fait. Et donc, nous allons prendre acte, nous allons donc attendre quelles seront les décisions qui seront prises aujourd'hui. 3 heures plus tard, aux alentours de midi, Michael Mancé ressort du bâtiment de la PJ accompagné de son avocat. Alors il a été mis en garde à vue. On ne lui a pas notifié de mise en examen. Maintenant, il s'agira pour le parquet de juger de l'opportunité de la poursuite. Et on va attendre, mais Michael Mancé n'a absolument rien à se reprocher et surtout pas des violences. On sait que Michael Mancé, pendant tout le mouvement et jusqu'à présent, a toujours été très pacifique et bien au contraire. Le commissaire qui se plaint de violence, il apparaît sur les vidéos qu'au contraire, il s'est interposé pour que justement il ne soit pas frappé, ce commissaire. Donc il n'y a absolument rien dans ce dossier qui pourrait justifier des poursuites à l'encontre de Michael Mancé. J'aurais expliqué ce qui s'est passé. Vous savez, c'est le 7 avril devant la préfecture, quand ce commissaire a été pris à partie et qu'on l'a défendu. Il a cru que je faisais partie des gens qui l'ont frappé. Mais c'est impossible que je l'ai frappé. On l'a bien vu sur les images. Il n'est pas à ma portée de toute façon. Et puis, ce n'est pas dans mon intention de frapper un policier. Ce n'est pas avec la police que je veux faire la guerre. Donc, non, voilà. Il a déposé plainte, c'est son droit. Maintenant, il y a eu l'enquête. Ils ont les éléments dont ils avaient besoin et le magistrat prendra sa décision. Voilà. Serein à l'issue de cette garde à vue, Michael Mancé ne semble pas inquiété outre mesure. Fini le bruit des planches mal fixées auxquelles s'étaient habitués les conducteurs de la route de l'Est. Le nouveau pont de la Comté, promis par l'ancienne ministre des Outre-mer, a été inauguré aujourd'hui. Jonathan Larieux nous le présente. C'est une véritable inauguration en grande pompe qu'a eu droit le tout nouveau pont de la Comté. Le président de la CTG, le maire de Roura et le préfet de Guyane, tous étaient au rendez-vous pour couper le ruban d'un pont qui s'est fait attendre. À l'époque, on pouvait tenir le coup comme cela, jusqu'à maintenant je crois. Mais à un moment donné, il faut savoir que la population augmente, que les va-et-vient entre cacao, Cayenne, cacao qui est notamment pour les agriculteurs, notamment pour le secteur touristique, et puis même sur le plan économique autre avec le Brésil, avec ce pont qui vient d'ouvrir, il nous fallait ici avoir une double voie. Donc aujourd'hui c'est chose faite. Et puis les administrés qui habitent à Pointe-Marie, pas à Beau-Séjour, à Marguerite, qui entendent tous les soirs le pont, parce que les palettes de bois qui sont derrière moi font extrêmement de bruit. Alors écoutez, il y a une voiture qui est en train de passer, on n'entend pas. Ce sera à l'époque, on ne pourrait pas être là en train d'enregistrer. Le pont ouvert à la circulation depuis le 20 novembre dernier est à des années-lumière de ce qu'était le pont Bailey.
Ces travaux à hauteur de 21,5 millions d'euros sont un premier pas dans la mise en place du plan État-région qui vise une modernisation de la RN2. Quand on voit le pont d'à côté, le pont Bélé qui avait été construit par le 3e RIMA, par les militaires, ce sont des ponts qui en général sont construits après des cataclysmes, après une guerre ou pendant une guerre d'ailleurs. Aujourd'hui c'est un pont de droit commun, un magnifique pont en béton qui permettra à la fois d'accélérer le flux, d'accord, de libérer un peu les énergies de l'un côté comme de l'autre, parce qu'on savait qu'il y avait des bouchons, mais c'est aussi bientôt le doublement de la RN1, en tout cas d'une toute ou partie de la RN1. C'est de nombreux travaux routiers qui vont avoir lieu, pour deux raisons, pour fluidifier les volumes de voitures qui ne cessent d'augmenter entre notamment Saint-Laurent et Cayenne d'une part, mais aussi d'assurer une plus grande sécurité pour ceux qui y circulent. Mais pour l'ancien pont de la Comté, la vie ne s'arrête pas là. Il sera démonté pièce par pièce, puis reconstruit ailleurs sur le territoire. La grève des salariés de la société Guyavert s'enlise et impacte la collecte des déchets sur l'île de Cayenne. Consciente de la gêne occasionnée, surtout en cette période, la CACL a annoncé qu'elle fera désormais appel à un nouveau prestataire. Roger Aron le présente à Pierre Tréfou. Si nous n'intervenons pas rapidement, ça peut déboucher très vite sur des problèmes de salubrité publique. Donc nous avons des solutions, nous sommes à l'écoute aussi de ce qui se passe dans ces négociations dans l'entreprise. Et donc les solutions ont été trouvées, on a des ramassages supplémentaires qui sont faits. D'ailleurs vous pouvez constater sur cette zone, on a demandé aux habitants de ne pas remiser leurs poubelles, mais de les laisser à disposition puisque ce ramassage sera effectué dans la journée. C'est pas la bonne période, enfin c'est peut-être la bonne période pour d'autres, mais c'est vrai que nous sommes dans une période où il y a, on va dire, une montée en puissance du gisement déchets, et donc c'est vrai que ça nous embête. Direction la Guadeloupe, où pour réagir avec efficacité dans l'éventualité d'une tuerie de masse, un exercice de coordination des services de police a été organisé ce 20 décembre au CREPS Anti-Guyane. Nos correspondants sur place y ont assisté. Lors d'une rencontre sportive au gymnase du CREPS, un groupe de 6 terroristes s'est introduit dans les locaux et fait feu sur les élèves. Certains sont blessés, d'autres pris en otage. Voici le scénario de l'exercice proposé aux autorités. L'objectif, c'est que les forces d'intervention soient en capacité de réagir. Les forces d'intervention sont les premiers niveaux d'intervention, police secours, police municipale éventuellement, l'escadron en renfort sur la zone de sécurité prioritaire. Dès qu'il y a un appel 17 au centre d'information et de commandement pour alerter sur des coups de feu multiples répétés, les équipages interviennent avec toutes les précautions d'usage, armes à la main, pour être en capacité de réagir et faire un premier point de situation. Dans la foulée, ce sont les brigades anticriminalité et la compagnie départementale d'intervention appelée les deuxièmes niveaux d'intervention qui eux sont en capacité de riposter avec de l'armement lourd, de l'équipement collectif lourd, des boucliers, des casques et ce qu'on appelle le HK G36. Et le troisième niveau d'intervention qui doit se mettre en place, c'est celui du GIPN. Donc moi-même je n'avais pas la connaissance exacte du déroulement des faits qui s'est produit au fur et à mesure comme dans une situation réelle. Pour cet exercice, 200 personnes ont été mobilisées, dont 60 élèves du CREPS pour jouer les victimes. Durant 3 heures, les différents services de police et de secours ont pu tester leur gestion de crise et leur coordination. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'exercice d'aujourd'hui, ce qu'on appelle la tuerie de masse, ce sont les policiers ou les gendarmes, ça se passe en zone gendarmerie, qui sont menants, et les services de secours qui sont concourants. Alors que d'habitude, dans toutes les autres gestions de crise, police et gendarmerie se mettent à disposition des pompiers. Donc ça, c'est vraiment la différence fondamentale. Le bilan des différents services de police, du SAMU et du SDIS sera fait et mis en commun afin de vérifier la capacité à respecter le schéma national d'intervention en Guadeloupe. Restez avec nous à venir dans votre journal. C'est déjà Noël pour les enfants de Roura et les lutins de leur Père Noël ont pris les traits des membres du club Kiwanis de Cayenne et puis une touche d'art avec une plongée dans l'univers du slam, une manière de déclamer la poésie qui tutoie le rap pour un résultat impressionnant. Direction maintenant la Martinique où Jean-Marc Mormec a été à la rencontre des gendarmes de l'île. Ce rendez-vous axé sur le recrutement local a permis aux délégués interministériels pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer d'avoir une meilleure appréciation des spécificités des réservistes martiniquais. Reportage de Jean-Marc Dabreux. Jean-Marc Mormec au contact des gendarmes de Martinique.
Parmi les sujets évoqués avec le délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, le retour au pays des fonctionnaires formés et recrutés dans l'Hexagone. Un véritable parcours du combattant pour certains. J'ai signé mon contrat en gendarmerie avec, c'est vrai, la possibilité de pouvoir rentrer au bout de 3 mois de formation, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Mais grâce à de la volonté, de l'acharnement, ça a été possible et je suis ravie de pouvoir servir en Martinique, mon île, et de mettre mes compétences au service de la gendarmerie et bien évidemment de la Martinique. Une gendarmerie à l'image du territoire. Cela passe aussi par le recrutement des gendarmes réservistes. Ils sont de plus en plus nombreux en Martinique. Au sein du commandement de la gendarmerie de Martinique, nous avons 200 réservistes qui nous renforcent tout au long de l'année. Et au total, ça représente 5000 jours d'emploi. Parmi leurs missions, la surveillance des espaces publics. Et il y en a certains qui sont avec nous, à nos côtés, pendant toute l'année, et d'autres qui travaillent à la mission, donc en fonction, qui sont des réservistes. Donc soit qui ont un autre métier, soit qui renforcent les rangs de la gendarmerie quand on en a besoin. Dans ce centre commercial de Ducos, ils patrouillent 3 fois par semaine, une présence rassurante. Là où le pays gagne sécurité, ça a passé très bien. Parce que tout le monde qui est craintif fait pas faire n'importe quoi. Ça nous rassure. Nous marchons, oui, ça nous rassure beaucoup. Pour Jean-Marc Mormec, la qualité de gendarme réserviste est une opportunité à saisir pour les jeunes désireux de s'engager dans une carrière de militaire. Ça leur permet aussi de s'habituer, ça leur permet après de savoir si derrière ils veulent être gendarmes et d'être déjà dedans, qu'on a un pied dedans et après on peut mieux s'orienter, je pense. Et ils ont des personnes pour les orienter, donc ils sont déjà en fonction et après il n'y a plus qu'à. Chaque année, des centaines de Martiniquais passent le concours de gendarmes, sous-officiers ou officiers, avec comme obligation une formation dans l'Hexagone, sans la certitude de pouvoir revenir au pays. Comment défendez-vous que vous avez fait une exception avec la Guyane qui aura le droit d'exploiter les hydrocarbures même après 2040 ? L'ancienne conseillère municipale de Kourou, Anne Saunier, s'emporte après la décision de l'Assemblée nationale. Pour mémoire, le Parlement a voté le projet de loi mettant un terme à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures, sauf que pour la Guyane, les sociétés pourront exploiter jusqu'en 2040. Les enfants de Roura fêtent Noël un peu à l'avance grâce à la générosité du Kiwanis Club de Cayenne. L'organisation a en fait mener une collecte qui a permis de réunir une centaine de cadeaux. Martha Sanip explique le projet à Gaël Oassim. On fait l'arbre de Noël toutes les années. Et cette année, on a choisi Roura parce que c'est pour changer un petit peu. Et puis, on nous a proposé les enfants de cette école pour l'arbre de Noël de cette année. On s'occupe des enfants de partout de la Guyane. Alors c'est bien d'aller dans les communes aussi, faire plaisir aux enfants d'ailleurs. Pas spécialement ici qu'il y a plus d'enfants défavorisés, il y a un petit peu partout en Guyane, mais en fait on se renseigne un petit peu partout, on peut avoir beaucoup plus d'enfants, quoi. On est dans les 150 cadeaux à peu près. D'accord, et combien d'enfants seront là? À peu près 113, je pense, ouais. Et encore une chose, je voulais remercier à tous les sponsors, tous les donateurs, et merci beaucoup. Et faire plaisir aux enfants, ça fait plaisir aussi à nous. Par définition, le slam est une poésie orale urbaine, déclamée et même scandée dans des espaces publics. Cette forme d'art s'exprime aussi en Guyane. Ayodele Germa est entré dans l'univers de slameurs guyanais issus de l'association Doubout Collectif qui a organisé la 2e édition du festival à Fleur de Meaux au Mosaïque Park. Beaucoup se travestissent pour travailler. La vie est de ses plats variés. Le vice ronge une vie comme le pourri ronge une dent carriée. La mélodie de la vie met d'eau là où on aurait miré. Le slam, c'est le texte avant tout. Le texte est aussi l'émotion, le fait de vivre son texte. C'est pas juste faire comme le font peut-être les enfants, la poésie à l'école. C'est vraiment vivre son texte, l'interpréter. Voilà, c'est l'interprétation aussi. Comme peut l'être le rap aussi, mais le rap avec sa rythmique, ça n'attire pas le même public.
Je songe, j'écris, j'existe, je suis. Le slam, ça réunit différents courants de personnes qui aiment l'écriture, des personnes vraiment issues de la poésie, des personnes issues peut-être plus du théâtre, des personnes qui sont donc peut-être rappeurs ou d'autres styles musicaux, ou aussi peut-être des personnes qui sont plus issues aussi du conte. La scène slam existe depuis un petit moment, elle a eu un moment où elle était un peu moins présente et on espère que ça va se relancer puisqu'il y a vraiment des gens qui ont une grande plume, une grande qualité d'écriture ici. Et puis je pense aussi que la Guyane, c'est pas un territoire neutre et je pense que c'est un territoire où les gens ont beaucoup de choses à dire. Tout ça pourquoi? Pour une ville de vise, pour la mainmise sur le fric, sur le bise. Tout ça parce que c'est la monnaie qui nous dirige, qui nous divise. Et ça m'exaspère, mon frère. Mais qu'est-ce que tu peux... L'idée à moyen terme, c'est qu'on mette ce genre de soirée en place aussi sur les deux autres grands bassins de population en Guyane qui sont Kourou et Saint-Laurent. Et on espère à moyen terme aussi développer ça donc, sur ces communes parce que c'est vrai que souvent tout ce qui est culturel est beaucoup centré sur l'île de Cayenne et on aimerait que ce soit développé partout en Guyane. Le bonheur est une belle femme qui sait se faire désirer. La vie est un bateau dans lequel on navigue vers l'inconnu. Chaque lendemain est une inconnue. Où nous mène ce bateau? La fin de ce journal, mais avant de se quitter, rappel des principaux titres de ce 20 décembre. Mickaël Mancé a été convoqué ce matin par la police judiciaire suite aux échauffourées qui se sont produits le 7 avril dernier devant la préfecture. Comment s'est passée l'audition du président des Grands Frères? Nous vous avons apporté les réponses dans notre journal. Malgré une mise en service datant du 20 novembre, le pont de la Comté a été inauguré aujourd'hui. La structure, qui a coûté pas moins de 21 millions d'euros, a réuni le préfet, le président de la CTG, le maire de la commune de Roura. Nous vous l'avons présenté. Le slam est une méthode d'expression qui se développe en Guyane, notamment grâce au travail de l'association Doubout Collectif qui a organisé le festival à fleur de mots. Nous nous sommes plongés dans cet univers mêlé de force et de poésie. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de BFM TV. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur ATV Guyane. C'est Mounian, belle bonne soirée.